Michael Jackson, l'effroyable machine qui a broyé le roi. Imaginez un instant posséder le monde entier. Imaginez des foules tellement hystériques qu'elles s'évanouissent à la simple vue de votre silhouette, des présidents qui se battent pour vous serrer la main et une influence culturelle si colossale qu'elle redéfinit à jamais l'histoire de l'humanité. Vous êtes un dieu vivant, intouchable, vénéré aux quatre coins du globe. Mais que se passe-t-il lorsque le piédestal sur lequel on vous a érigé commence à trembler puis à se fissurer? Que se passe-t-il lorsque l'adoration absolue se mue soudainement en une fascination morbide, puis en une chasse à l'homme d'une cruauté impitoyable? Comment l'homme le plus célèbre, le plus talentueux et le plus scruté de tous les temps a-t-il pu sombrer dans un abîme de paranoïa, de douleur physique et de trahison si profonde qu'elles ont fini par lui coûter la vie? Qu'est-ce qui a vraiment mal tourné avec Michael Jackson? Pour comprendre l'effondrement colossal de cet empire humain, il ne faut pas commencer par regarder les scandales sordides des années 90, ni les ultimes moments tragiques de 2009. Il faut remonter à l'origine charnelle de la douleur, à la genèse physique du cauchemar. Nous sommes le 27 janvier 1984, au cœur du Shrine Auditorium de Los Angeles. Michael Jackson est au sommet absolu de la stratosphère. L'album Thriller n'est pas simplement un disque, c'est un séisme planétaire qui a redessiné les frontières de la pop culture. Ce jour-là, il tourne une publicité à gros budget pour la marque Pepsi. Tout est chronométré, millimétré, répété à la perfection. Mais lors de la 6e prise, la machinerie s'enraye. Une étincelle pyrotechnique jaillit une fraction de seconde trop tôt. Le feu s'accroche instantanément à ses cheveux qui sont alors saturés de produits coiffants inflammables. Pendant quelques secondes d'une ironie terrifiante, Michael continue de danser, exécutant ses pas avec une grâce divine, ignorant totalement que son crâne est devenu une torche humaine. Ce n'est que lorsque son entourage se jette violemment sur lui pour étouffer le brasier qu'il prend conscience de l'horreur. À cet instant précis, sous les hurlements de panique de l'équipe de tournage, la trajectoire de son existence bascule de façon irréversible. Les médecins des urgences diagnostiquent des brûlures extrêmement graves au 2e et au 3e degré. Pour lui permettre de supporter une agonie indescriptible lors des soins et des greffes cutanées, on lui prescrit des analgésiques surpuissants. Le Démérol fait son entrée furtive dans son sang. Ce qui ne devait être qu'un bouclier chimique temporaire va se transformer insidieusement en un compagnon funeste, le point de départ d'une addiction médicale labyrinthique qui le traquera sans pitié pendant un quart de siècle. Ce jour-là, la multinationale n'a pas seulement brûlé le cuir chevelu du roi de la pop, elle a allumé la mèche lente et silencieuse de sa destruction programmée. Mais la douleur physique, aussi atroce soit-elle, n'était que l'antichambre d'une souffrance bien plus ancrée. À mesure que les années 80 s'égrènent, le visage de Michael commence à se métamorphoser sous les yeux d'un public fasciné, déclenchant une onde choc médiatique d'une virulence inouïe. La presse à scandale s'empare de cette transformation pour forger le mythe d'un monstre de foire, créant de toutes pièces le surnom abject de Wako Jacko, le cinglé. Pourtant, ce que les tabloïds refusent d'obstinément de voir, derrière leur course au tirage, c'est la tragédie psychologique dévastatrice qui se joue sous le scalpel des chirurgiens. Michael ne cherche pas simplement à atteindre une perfection esthétique inatteignable, il est en pleine fuite. Il fuit à perdre haleine le reflet insoutenable de son propre père, Joseph Jackson. Un patriarche tyrannique qui, durant toute l'enfance de Michael, l'a brutalisé, fouetté avec des cordes de guitare, rabaissé et humilié publiquement en se moquant cruellement de ce qu'il appelait le gros nez. Chaque intervention chirurgicale subie par Michael est une tentative désespérée, presque rituelle, d'effacer les traits de son bourreau de son propre visage. Parallèlement, une maladie auto-immune implacable, le vitiligo, commence à détruire la pigmentation de sa peau, le forçant dans un premier temps à utiliser des quantités astronomiques de maquillage noir pour unifier son titan, puis, lorsque les taches dépigmentées deviennent majoritaires, à subir des traitements dermatologiques pour blanchir ce qui restait de peau foncée. Mais la vérité scientifique et médicale importe peu pour une machine médiatique qui a enfin trouvé sa poule aux œufs d'or. Michael devient la cible la plus lucrative, la plus épiée de la planète.
Les rumeurs les plus absurdes s'enchaînent à un rythme frénétique. Il dormirait dans un caisson d'oxygène hyperbarique pour défier la vieillesse. Il aurait acheté à prix d'or les ossements de l'Elephant Man. Au début, dans une naïveté déconcertante, Michael joue avec ce feu, pensant contrôler le récit, orchestrant lui-même certaines fuites pour entretenir le mystère de son aura. C'est une erreur stratégique monumentale. Le monstre médiatique qu'il a cru pouvoir dompter se retourne contre lui avec les crocs acérés, prêt à le dévorer vivant jusqu'à l'os. Pour échapper à cette meute de loups qui le traque sans relâche, Michael construit sa propre forteresse utopique, le ranch de Neverland. Un domaine titanique perdu dans les collines de Californie, un véritable royaume de contes de fer avec son propre parc d'attractions, son zoo exotique, ses cinémas luxueux et sa gare ferroviaire privée. Sur le papier, c'est l'ultime sanctuaire pour l'enfant qui n'a jamais pu grandir, cette enfance qui lui a été volée par les studios de la Motown, les tournées épuisantes et la discipline diffère de son père. Mais Neverland se révèle rapidement être un trappe de double tranchant redoutable. En s'enfermant derrière ces immenses grilles dorées, Michael se coupe de manière drastique du monde réel. Il s'entoure d'une cour royale de flatteurs professionnels, de parasites financiers et de soi-disant conseillers dont l'unique objectif est de s'enrichir impunément sur son dos. Dans ce contexte de vulnérabilité extrême, d'isolement total et d'aveuglement volontaire, va survenir la première frappe véritablement mortelle, celle qui va ébranler les fondations mêmes de sa vie. L'année 1993 marque le point de non-retour absolu. L'accusation qui va salir son nom, son héritage et son âme à tout jamais éclate au grand jour. Un dentiste de Beverly Hills, Evan Chandler, l'accuse formellement d'abus sur son fils Jordan. Le monde entier s'arrête de tourner. En une fraction de seconde, le génie inoffensif, l'humaniste excentrique qui chantait Heal the World est dépeint à la une de tous les journaux télévisés comme le prédateur le plus diabolique de l'histoire du divertissement. Mais derrière ces gros titres assassins, la réalité sordide des coulisses est d'une complexité terrifiante que le grand public ignore largement. Des enregistrements audio accablants d'Evan Chandler font surface, capturés à son insu, où on l'entend clairement et froidement menacer de détruire la carrière de Michael s'il n'obtient pas ce qu'il exige. Il y prononce ces mots glaçants. « Si je n'obtiens pas ce que je veux, ce sera un massacre ». C'est une tentative d'extorsion brutale, évidente, orchestrée par un père rongé par des dettes écrasantes et rendu fou de jalousie par la relation privilégiée de son ex-femme et de son fils avec la superstar. Michael, outré et horrifié, veut se battre. Il veut affronter ses accusateurs devant un tribunal pour laver son honneur. Mais autour de lui, la panique règne. Ses avocats et par-dessous tout ses compagnies d'assurance envisagent une apocalypse financière. Une gigantesque tournée mondiale est en jeu. Des contrats publicitaires monumentaux menacent d'être rompus dans les heures qui suivent. Sous une pression psychologique inimaginable, épuisé physiquement, ne trouvant le sommeil que grâce à de lourds sédatifs pour supporter la douleur insoutenable du scandale, Michael capitule. Contre son instinct, il cède à ses conseillers et accepte un accord financier vertigineux d'environ 22 millions de dollars. Aux yeux de la froide justice civile, l'affaire est classée. Le contrat stipulant explicitement qu'il n'y a aucune reconnaissance de culpabilité. Mais aux yeux du tribunal de l'opinion publique, qui ne s'embarrasse pas de nuances juridiques, cet accord colossal est perçu comme un aveu de culpabilité pur et simple. Pourquoi un homme innocent paierait-il une telle somme ? Pire encore, lors de l'enquête criminelle qui suit, la police du comté de Santa Barbara l'oblige à se soumettre à l'acte le plus dégradant de sa vie. Une fouille à nu d'humiliation absolue exécutée au sein même de Neverland, pendant que des hélicoptères de presse tournoient dans le ciel californien. Cet événement traumatique brise quelque chose de fondamental et d'irréparable dans son esprit. Le Michael Jackson de l'ère thriller et bad, le jeune homme naïf qui croyait sincèrement que le monde l'aimait d'un amour inconditionnel, meurt métaphoriquement dans cette salle d'examen impersonnelle. Il est instantanément remplacé par un homme consumé par la colère, rongé par la paranoïa et blessé à mort par la trahison humaine. L'album History, qui sortira peu après, sera le témoignage direct de cette mutation. Un cri de rage féroce, un condensé de noirceur et une attaque frontale contre un système médiatique et judiciaire qu'il estime corrompu jusqu'à la moelle épinière. Cependant, la chute spectaculaire de Michael Jackson n'est pas seulement le fruit de scandales personnels destructeurs. C'est aussi et surtout une guerre financière de l'ombre d'une brutalité inouïe.
Peu de gens mesurent l'ampleur du conflit corporatisque dans lequel il était embourbé. En 1985, suivant le conseil aussi amical qu'ironique de Paul McCartney sur l'importance d'acquérir des droits d'édition, Michael Jackson réalise le coup d'affaires le plus brillant du siècle de l'industrie musicale. Il achète à auction le prestigieux catalogue ATV Music pour 47 millions de dollars. Ce trésor inestimable contient les droits exclusifs de presque toutes les chansons des Beatles. Une décennie plus tard, en 1995, il fusionne ce catalogue avec la division éditoriale du géant Sony pour créer la méga-structure Sony ATV Music Publishing. D'un jour au lendemain, l'empire génère des profits astronomiques. Michael Jackson ne se contente plus d'être le visage qui chante et qui danse pour divertir les masses, il devient l'un des hommes d'affaires les plus puissants du monde du divertissement. Il détient littéralement la moitié du catalogue musical le plus lucratif de la planète, une entité valant largement plus d'1 milliard de dollars. Et c'est précisément ici que la mécanique implacable de l'industrie commence à se retourner contre son créateur. L'indépendance financière colossale et le pouvoir brut de Michael dérangent les plus hautes sphères d'une industrie aux racines profondément prédatrices. À l'aube des années 2000, la relation jadis fructueuse entre Michael et les cadres de Sony se détériore de façon catastrophique. Michael accuse ouvertement Tommy Mottola, le puissant et redouté président de Sony Music, de saboter délibérément la promotion de son nouvel album au budget titanesque, Invincible. Il va aussi loin d'organiser des manifestations dans les rues de New York, brandissant des pancartes vindicatives et traitant publiquement Mottola de démonstrativement raciste et de diable. C'est un acte de rébellion absolue qu'aucun artiste n'avait osé perpétrer. Dès lors, Michael est persuadé, jusqu'à l'obsession paranoïaque, qu'une conspiration au plus haut niveau est en marche pour le ruiner. Il est convaincu que l'industrie a pour but de l'acculer à la faillite personnelle, d'assassiner sa réputation médiatique par tous les moyens, pour le forcer in fine à liquider sa part du précieux catalogue. Était-il devenu paranoïaque sous l'effet des analgésiques ou avait-il simplement percé à jour la réalité glaçante d'un système où sa valeur mort ou ruinée était infiniment supérieure à sa valeur en tant qu'artiste vivant? Quand on observe comment les créanciers ont tournoyé autour de ses dettes au cours de la décennie qui suit, sa théorie de complot prend une tourne tragiquement prophétique. Dans ce climat de suspicion permanente et d'isolement maladif, c'est de l'intérieur que viendra la trahison la plus destructrice. En 2002, dans une tentative éperdue de redorer son blason public et de montrer au monde sa véritable nature de père aimant, Michael accepte d'ouvrir les portes de son sanctuaire de Neverland au journaliste britannique Martin Bashir. Le projet, sur le papier, devait être un documentaire intime, honnête et bienveillant. Faisant preuve d'une naïveté déconcertante, Michael lui accorde une confiance aveugle. Il se livre à cœur ouvert, le laisse filmer ses propres enfants, ses moments de vulnérabilité les plus intimes et ses réflexions sur son enfance volée. Bashir se comporte comme un confident compatissant hors caméra. Mais au moment crucial du montage final, dans l'ombre des studios londoniens, le journaliste assassine méthodiquement son sujet. Le documentaire final, intitulé Living with Michael Jackson, diffusé en 2003 devant des dizaines de millions de téléspectateurs horrifiés, dresse le portrait accablant d'un homme totalement déconnecté de la réalité, irresponsable avec les enfants et potentiellement dangereux. Les conséquences de cette trahison télévisuelle sont immédiates, globales et cataclysmiques. Ce documentaire désastreux sert de rampe de lancement inespérée au procureur de Santa Barbara, Tom Sneddon, un homme qui nourrit une rancune tenace envers Michael depuis son échec de 93. Sneddon voit là l'occasion de harponner enfin sa baleine blanche. Quelques mois plus tard, de nouvelles accusations d'abus émergent, minutieusement orchestrées par la famille Arvizo, des anciens habitués du ranch de Neverland qui eux-mêmes avaient bénéficié de la générosité sans limite de la star. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'accord à l'amiable. Michael est formellement arrêté, menotté sous les flashs des photographes et jeté dans l'arène judiciaire d'un procès pénal qui va durer de longs mois. C'est un cirque médiatique sans aucun précédent dans l'histoire moderne, où l'intimité entière de sa vie est disséquée avec une sauvagerie jubilatoire. Lors de ce procès éregnant de 2005, la redoutable équipe de défense de Michael démolit pièce par pièce le témoignage de la famille accusatrice, exposant au grand jour leurs mensonges flagrants, leurs contradictions insoutenables et leurs antécédents documentés d'escroquerie à l'assurance.
Le 13 juin 2005, le verdict tombe dans un silence de cathédrale. Non coupable. Innocenté sur l'intégralité des 14 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Michael a gagné la guerre judiciaire, mais à quel prix insoutenable. L'homme qui franchit les portes du tribunal de Santa Maria ce jour-là n'est plus qu'une enveloppe vide, le fantôme de la légende qu'il fut. Émacié, pesant à peine 50 kilos, détruit financièrement par des frais d'avocat exorbitants, l'âme en lambeaux, il quitte immédiatement Neverland, son paradis profané, pour ne plus jamais y remettre les pieds. La victoire judiciaire a le goût de la cendre dans sa bouche. Il est libre, mais il est irrémédiablement brisé. Les années qui suivent ce verdict acquittant sont celles d'une errance fantomatique. Michael fuit les États-Unis, voyageant de Bahreïn en Irlande, puis à Las Vegas, vivant dans le plus grand des secrets, tentant vainement de fuir une montagne de dettes accumulées estimées à près de 500 millions de dollars. Ses créanciers impitoyables réclament leur dû avec une agressivité croissante, et la menace de perdre définitivement le contrôle du catalogue Sony ATV est plus pressante que jamais. Il est littéralement acculé, coincé dans un étau financier mortel qui ne lui laisse qu'une seule et unique échappatoire possible, remonter sur scène. En 2009, la machine infernale de l'industrie du spectacle se remet en marche sous la houlette du géant de la promotion AEG Live. L'annonce fait l'effet d'une bombe. 50 concerts sont programmés à la prestigieuse O2 Arena de Londres. La résidence est baptisée VCZ. C'est ça, la fin. La pression qui repose sur ses épaules fragiles est d'une violence inouïe. Les contrats qu'il a signés sont draconiens, presque lyonnais. S'il échoue, s'il annule ou s'il n'arrive pas au bout des représentations, AEG a le droit contractuel de saisir l'intégralité de ses actifs, y compris ce fameux catalogue musical pour lequel il a tant lutté. À l'aube de ses 50 ans, affaibli par des décennies de stress post-traumatique chronique et d'une dépendance complexe aux médicaments prescrits, Michael est profondément terrifié. Les semaines de répétition à Los Angeles sont un chemin de croix masqué par les quelques fulgurances de génie d'un corps qui se souvient encore des pas de danse légendaires. Mais le véritable cauchemar se déploie dans le silence glacial de la nuit. L'insomnie chronique dont il souffre depuis des décennies a atteint un stade terminal, irreposable neurologique. Son cerveau épuisé ne parvient tout simplement plus à s'éteindre. Il est capable de rester éveillé pendant des jours entiers, sombrant dans des délires de fatigue extrême. Il est littéralement en train de mourir d'épuisement cellulaire. Pour le maintenir coûte que coûte en état de fonctionner devant les caméras, la production s'attache les services du docteur Conrad Murray, un cardiologue lui-même criblé de dettes écrasantes qui accepte de franchir toutes les limites de l'éthique médicale pour le salaire astronomique de 150 000 $ par mois. Le traitement que Murray met en place n'a plus rien de médical. C'est une abominable roulette russe nocturne. Murray finit par administrer régulièrement du propofol à Michael, un anesthésique chirurgical laiteux extrêmement puissant, strictement réservé à l'environnement stérile et surveillé des blocs opératoires, qu'il utilise de manière irresponsable comme un simple somnifère de substitution dans la chambre à coucher d'une résidence privée. Michael, désespéré par le manque de sommeil, appelle ce liquide blanc son lait. C'est le seul moyen artificiel qu'il a trouvé pour plonger dans l'inconscience, pour fuir l'angoisse impressionnante des 50 concerts à venir, pour faire taire les voix exigeantes, les peurs enfantines, les créanciers voraces et le poids du monde entier. La nuit fatidique du 24 au 25 juin 2009, la tragédie qui couvait depuis des décennies atteint son point d'orgue inévitable. Après une énième répétition épuisante au Staples Center, Michael rentre dans sa prison dorée, un luxueux mansion loué dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles. Il est terrassé par la fatigue, mais son cerveau refuse de lâcher prise. Il supplie littéralement pour trouver du sommeil. Pendant de longues heures interminables, dans la pénombre de sa chambre, le docteur Murray lui injecte un cocktail mortel de divers sédatifs et anxiolytiques, en vain. Au petit matin, poussé à bout de l'insistance désespérée de la star, l'injection fatale de propofol est finalement administrée. Pensant son patient enfin endormi, le docteur Murray quitte la chambre de manière inconcevable pour passer des appels téléphoniques. Quand le cœur du plus grand artiste que la Terre n'ait jamais porté cesse définitivement de battre sous l'effet dépresseur respiratoire de l'anesthésiant, il est absolument seul. C'est là que réside la métaphore la plus cruelle de son existence. Entouré jour et nuit par une véritable armée de gardes de corps lourdement armés, d'assistants dévoués, d'avocats brillants et de promoteurs surpuissants qui vivaient tous grassement de son nom, il meurt dans l'isolement le plus total.
Il est trahi par le docteur même qui avait prêté serment de le protéger, broyé par la pression incisive d'une tournée monumentale qu'il au fond de lui n'avait peut-être même pas la force de vouloir faire, et victime absolue d'une industrie tentaculaire qui n'a cessé de se nourrir de sa chair, de son talent et de ses tourments, de son premier souffle de star enfant à son dernier battement de cœur d'homme brisé. Alors, que s'est-il vraiment passé avec Michael Jackson? Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est la chronique effroyable d'un désastre annoncé depuis le premier jour. C'est l'histoire tragique d'un enfant prodige à qui on a méthodiquement volé sa jeunesse, qu'on a élevé sous la violence pour être une machine de divertissement parfaite et infaillible, et qui a fini par s'effondrer sous le poids d'une gloire et d'une pression que l'esprit humain n'est simplement pas conçu, ni biologiquement ni psychologiquement, pour supporter. Michael a offert au monde entier la magie pure, l'émerveillement transcendant et la perfection musicale absolue. Mais le monde, dans sa faim insatiable, a exigé en retour chaque goutte de son sang, chaque once de sa dignité intime et finalement sa vie elle-même. La chute vertigineuse de Michael Jackson n'est pas simplement le récit sordide d'une mégastar déchue. C'est un sombre et percutant reflet de notre obsession sociétale pour la célébrité, de notre cruauté collective en tant que public consommateur et d'un système capitaliste impitoyable où même les rois finissent inexorablement par être dévorés vivants par la cour qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Sa musique, intemporelle et révolutionnaire, continuera de résonner pour l'éternité sur les pistes de danse du monde entier. Mais le silence assourdissant qu'il a laissé derrière lui le matin tragique du 25 juin 2009 reste sans aucun doute le réquisitoire le plus glaçant et le plus implacable contre la terrible et meurtrière industrie du rêve.